les choses s'éclaircissent. On voit quel est le champ d'étude, on voit la complexité de tous les paramètres qu'il faudrait agréger, mais on voit aussi que des possibilités existent permettant de gagner un temps fou dans l'agrégation de données complexes, et d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut gagner énormément de temps avec les invariants. Invariant, c'est un mot savant. Dans l'imaginaire des Américains, du pragmatisme yankee de la Nouvelle-Angleterre, ça se traduit par la formule suivante: quand cela ressemble à un canard, quand cela fait coin-coin comme un canard, et quand cela marche comme un canard, c'est un canard. When it walks like a duck, when it quacks like a duck, when it looks like a duck, it's a duck. Hein, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En matière de menaces, en matière de choses et d'individus dangereux, nous avons affaire à des gens qui ne conçoivent pas leurs actions en fonction de la complexité, ou pour être dans le livre Guinness des records ou n'importe quoi, ils la conçoivent au niveau de l'efficacité immédiate. S'agissant des criminels, on nous serine toujours que la prison est l'école du crime. C'est une idiotie. Oui, c'est l'école du crime, mais c'est autant l'école du crime pour les criminels que pour les manœuvres d'usine qui vissent les boulons, la capacité de suivre des cours du soir et de devenir ingénieur. Sur 100 qui vissent les boulons dans l'usine, combien vont suivre les cours du soir et devenir ingénieurs? La quantité de ces individus par rapport au total, comme on dit, se perd dans l'épaisseur du trait. Parmi 100 individus qui sont envoyés en tôle, sans vouloir être désagréable avec l'actuel garde des Sceaux, la quantité n'est pas maximale. Mais un certain nombre, par inadvertance, par sottise, parce qu'ils sont plus sots que les autres, finissent quand même par y atterrir. Là-dedans, effectivement, ils peuvent récolter des informations. Comment? Mais t'as fait ça, t'as parlé dans ton portable, t'es ouf, ils t'ont écouté, etc. Donc la prochaine fois, je ne me sers plus de mon portable. Mais ceux qui sont capables de ces actes-là, de cette capacité de compréhension et de dire je vais m'améliorer, je vais essayer de savoir plus, allez, c'est 1%, quoi. Les autres, ils ont des schémas dans la tête, ils savent forcer une voiture avec un petit bidule électronique et puis après ça, essayer de la revendre sur un autre continent. Ils sont capables de transporter des narcotiques d'un endroit à un autre et basta, quoi. Ça ne s'est jamais vu. Les génies du crime existent dans les bandes dessinées, quoi. En dehors de ça, ça n'existe pas. Pareil, j'ai vu un peu tout le monde, hein. Les criminologues ne connaissent pas uniquement les gentils. Les gentils, c'est par exemple tous ceux qu'il y a dans cette salle. On connaît aussi les méchants, on leur parle avec eux. J'ai discuté avec des Palestiniens du Front populaire dans des camps au Liban. J'ai discuté avec les gens d'Abou Nidal à Marelias, dans le camp qui se trouvait à côté de Beyrouth. Des gens de la fraction armée rouge, des gens des brigades rouges. J'en ai vu des tonnes, des gens de l'IRA, etc. On a parlé avec eux. Aucun d'entre eux n'a de génie particulier. Ils ont un certain nombre de pratiques, et les pratiques en question, c'est une routine, ils les répètent considérablement. Dans l'évolution, par exemple, la différence entre un système criminel normal et une mafia, terme dont les médias abusent aujourd'hui à un point grotesque, qui finissent par parler de la mafia des sardines ou de n'importe quoi, mais en réalité, c'est une aristocratie criminelle qui se définit par sa durabilité, le fait qu'ils sont permanents, qui sont là depuis toujours et qu'ils ont toujours été là. Le deuxième repenti qui se livre au juge Falcone lui dit je m'appelle Salvatore Contorno, de la famille de Ciaculli dans la banlieue de Palerme, je suis un homme d'honneur de la 7e génération. Vous vous rendez compte? Son père, son grand-père, son arrière-grand-père, etc. Tous mafieux à la suite. Ces sociétés criminelles-là, qui sont les plus perfectionnées, les plus
sensationnellement adaptés à leur milieu de toutes, il n'y en a même pas 10 dans le monde. Le reste, bah, c'est Jojo les grosses paluches, Francis le Belge, etc. C'est gênant, c'est ennuyeux, mais ça ne remet pas, ça n'exerce aucune espèce de contrôle sur la société. Contrôle sur la société, ça veut dire quelque chose d'extrêmement précis. Ça veut dire qu'en réalité, sans même avoir besoin d'un uniforme, sans posséder de blindés, ils sont capables d'imposer leur volonté à des communautés entières. Et ils le font naturellement par la violence la plus effroyable. Il n'y a pas 20 ans de ça, un moment où pour faire du cinéma, le gouvernement italien avait envoyé l'armée en Sicile. Les rues des bourgades siciliennes n'ont pas de numéro et pas de nom. Hein. C'est des villages à l'ancienne. Et donc un peu paumé dans le village, il y a 2 carabiniers italiens ou 2 militaires italiens qui ont demandé à 2 gamins du village « Pardon monsieur, la rue machin ». Les gamins leur ont dit la deuxième à gauche. Le lendemain, ils ont été enterrés vivants. Donc l'omerta, ce n'est pas une disposition romantique des Siciliens pour défier ceci, c'est la trouille la plus brutale et la plus immédiate. Donc ces sociétés criminelles-là, elles sont très peu nombreuses. Mais elles ont, elles aussi, des manières de faire très stéréotypées. Ils approchent les gens toujours de la même façon, je vous l'ai dit, et ceux qui font comme métier criminel, c'est simple. Une mafia, ça gagne sa vie en créant des thromboses. À l'origine, c'était des individus qui étaient les domestiques des latifondières, des gens qui n'étaient pas siciliens, mais qui en Sicile avaient des propriétés immenses, avec des orangers, avec des plantations de fruits, de légumes, etc. Et eux, ils gagnaient leur vie avec l'irrigation, à savoir qu'ils disaient on va cesser d'irriguer, toute la plantation va crever, je veux tant. Et ben voilà, c'est comme ça que ça marche. Depuis, ils ont toujours fait la même chose, c'est toujours la même chose. Dans le milieu, dans le monde de l'illicite, les stéréotypes sont innombrables et sont obligés parce que ce sont des gens qui sont capables de faire des choses quand même invraisemblables. Songez que quand, en proie à une de ces lubies décennales, à peu près, vous voyez, à peu près tous les 10 ans, le gouvernement américain se lance dans un truc complètement stupide. En France, par exemple, il y avait énormément d'alcoolisme, il y avait des gens qui rentraient ivres le soir, qui battaient leurs femmes et leurs enfants, etc. Mais petit à petit, par l'éducation, en un demi-siècle, l'alcool tue, machin, etc., on est arrivé à baisser. Les États-Unis ont trouvé la solution miracle qui s'appelait la prohibition. Ce que faisant, ils ont livré le trafic continental de l'alcool à des gens qui étaient les seuls à avoir l'existence en réseau, les 24 familles mafieuses, pour faire venir les trucs du Canada ou du Mexique et monter l'équivalent d'une multinationale de l'alcool. C'était les gens qui ont fait ça, il n'y en avait aucun qui avait même le certif, quoi. Ils étaient à moitié illettrés, ils venaient d'Italie, il y en avait même qui parlaient à peine anglais, et ils ont monté cette espèce d'extraordinaire parce que c'est pas très difficile. Quand vous êtes dans l'illicite, vous avez 2 armes extrêmement puissantes qui vous permettent d'obtenir des gens qui fassent ce que vous voulez. C'est la menace, c'est la corruption et c'est l'intimidation. Hein, l'intimidation, je le répète, c'est on sait où tes enfants vont à l'école. Voilà. C'est très puissant. Et puis, c'est absolument impossible à prouver. Quand vous êtes en tête-à-tête avec un individu qui dit tu devrais faire attention, c'est pas très prudent, regarde la petite, là, à l'école, machin, etc. Vous allez voir un flic, le type il dit il est fou, j'ai rien dit, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas pénalisable, si vous voulez, l'intimidation. Et donc quand vous avez affaire à des gens comme ça, mais ce sont des stratagèmes, ce sont des trucs, ce sont des... Alors, c'est simple, quoi. Quand vous savez que ces stratagèmes sont employés, vous savez qu'ils sont là. Car il y a naturellement, enfin j'imagine que quand votre voisin fait du bruit après 22 heures, vous n'allez pas lui dire on sait où tes enfants vont à l'école. C'est très spécifique, c'est pas quelque chose qu'on emploie dans la vie courante. Donc tous les moyens d'action des criminels, tout ce qu'ils font, ou des terroristes, parce que c'est à peu près les mêmes, ce sont des éléments très faciles à reconnaître, très faciles à identifier et dont on peut tirer des foules de conclusion, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui font toujours, ou 99,80 toujours, et des choses qu'à 99,80 ils ne font jamais. Donc ça permet d'éliminer, et c'est tout ce travail-là
qu'on doit pouvoir faire tourner, nourrir avec ça des machines, et dire si en ce moment il est en train de se passer quelque chose, alors regardez ici, il va se passer ça. C'est quelque chose qui permet de créer, ce sont des systèmes qui permettent d'accélérer de manière extraordinaire la fabrication et la production de diagnostics. Voilà, attention, il y a ceci qui est en train d'arriver. Alors, quel est... il y a des termes savants, quoi, capacité d'apprentissage, etc. Mais vous allez avoir affaire, après ça, à des gens qui sont des dirigeants politiques. Les dirigeants politiques, ils sont élus. Quelle est leur envie? C'est de briller et d'être élus. Voilà. Parce que, semble-t-il, la place, là où ils sont, n'est pas entièrement mauvaise. Ce n'est pas uniquement un sacrifice épouvantable que d'accéder au pouvoir. Ça a des tas de côtés positifs. Donc on veut prolonger, ainsi qu'on le voit tous les jours, cette phase-là le plus possible. La première fois, il y a quelque chose que les criminologues connaissent bien, c'est le regard que vous jette le directeur d'administration centrale ou le préfet ou le ministre quand vous entrez dans son bureau. Avec quoi cet emmerdeur est-il venu encore m'annoncer comme mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qu'il va encore m'annoncer comme catastrophe? C'est vrai qu'en général, on ne donne pas de bonnes nouvelles. J'en ai donné quelques-unes dans ma vie. J'ai annoncé que, alors, comment je le savais, c'est autre chose, mais j'ai annoncé que la fraction armée rouge allait renoncer à la lutte armée. On a annoncé que l'IRA, c'est fini, terminé. Dans 3 mois, ils sont sortis de la lutte armée. Bon, c'est plutôt un soulagement. Le ministre... il a 20 emmerdements par jour qui lui tombent dessus. J'en ai vu fonctionner de très près, qui me faisaient confiance pour régler un certain nombre de problèmes. Le nombre de catastrophes, de désastres, de drames qui leur tombent sur le poil est épouvantable et c'est quotidien. Donc de 2 choses l'une, où le ministre est fragile et au bout de 3 mois on l'amène à Sainte-Anne et on le branche sur sa perfusion d'aldol pour les 10 ans qui viennent, ou alors son cuir s'endurcit et s'épaissit. Auquel cas, vous lui dites, un satellite venu de la planète Arcturus va foudroyer la Terre dans les 12 minutes qui viennent. Le type a un bâillement, dit à part ça, les enfants, ça pousse, etc. Voilà. Il a fini par... Donc on ne peut pas leur demander... vous comprenez que quand l'Égypte annonce à Netanyahou qu'il va y avoir quelque chose dans la bande de Gaza, ils l'ont déjà fait 500 fois. Arafat était célèbre pour annoncer « I told them they didn't listen to me, there would be a terrorist attack, etc. » Il faisait le coup à peu près toutes les semaines, vous comprenez. C'est les gens qui crient au loup sans arrêt. Et comme c'est jamais très précis et c'est jamais très documenté et c'est jamais très daté, à la fin vous dites « Ok, bon, bah, très bien. Ah, il va y avoir... Non, sans blague, c'est la 12e fois ce mois-ci. Bah, attendons, on verra bien. » Voilà. Donc on a affaire à des gens qui, en première analyse... sont des sceptiques et ils ne peuvent pas être autre chose que des sceptiques prioritairement pour conserver leur santé mentale. Autrement, ils vont se cacher sous le lit en hurlant et puis on ne les revoit plus et je vous dis, on les conduit écumant à Sainte-Anne avec une camisole de force. Ils sont obligés d'avoir le cuir épais. Ça vaut mieux pour nous d'ailleurs parce qu'autrement, si celui qui est chargé vaguement d'appuyer sur le bouton n'a pas le cuir épais, bon, on n'est plus là pour en parler. Donc il y a ce premier point. Mais à l'inverse, les mêmes, quand au bout de la 2e ou 3e fois, on dit tu devrais regarder là parce qu'il va se passer quelque chose, et que la 2e ou 3e fois, chef d'entreprise, ministre, directeur administratif, quoi, quelqu'un qui a des responsabilités, qui est obligé d'y faire face, quand il voit que c'est vrai 2-3 fois, il dit viens voir là, ou alors qu'est-ce que tu m'as dit la dernière fois que ça s'est passé, etc. Donc c'est ça, quand on parle de confiance, la confiance c'est ça, c'est d'avoir confiance dans le diagnostic d'individus qui, ayant réussi à s'équiper de machines qui permettent d'aller plus vite dans le raisonnement et de réduire les hypothèses, de réduire les inconnus à 2 ou 3, là où il y en avait 12 000 encore l'avant-veille, c'est ça qui donne confiance aux gens, c'est ça qui leur permet de dire, bon, alors, et puis c'est simple, quand vous les avez prévenus utilement, la fois suivante, quand il y a une réunion, ils vous font venir d'eux-mêmes. La première fois, c'est comme casser les pieds avec ces salades de terroristes et de criminels. J'en ai déjà assez sur mon assiette, au secours. Et la 3e fois, faites-le venir parce que la dernière fois, ça a été bien utile, etc. Ce sont aussi
nos dirigeants d'entreprise ou de politique, ce sont aussi des gens qui aiment briller en société. Ils ont des dîners en ville, c'est à peu près, maintenant qu'on a quand même plus trop le droit de lutiner le personnel autour de soi, un des derniers plaisirs qui leur reste, c'est ça, les dîners en ville, moi, le ministre. S'ils peuvent dire des choses intelligentes et brillantes, ils vous écoutent. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que les produits qu'on leur propose, que ce qu'on leur dit, voilà. Je peux vous dire que récemment, j'ai vu quelqu'un qui a des responsabilités politiques non négligeables. Je lui ai parlé de la carte là, qui est là sur le mur. Il me dit je peux la voir la carte. Je lui ai dit non, il y a d'abord une conférence. La primauté, c'est pour les gens qui sont inscrits. Après ça, je t'envoie le PDF. Mais ça comment l'Eurasie, les flux sanguins à travers l'Eurasie, tout le commerce international de 2030, mais aussi les coups de voyous qui se brancheront sur la ligne en question, ce ne sont pas non plus des crétins. Vous voyez, voilà. Donc, s'ils sont arrivés là, c'est qu'il y a quand même une bonne raison. Et il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on leur propose, ce qu'on leur suggère, et l'adéquation avec le réel. Voilà, l'adéquation avec le réel, c'est très important. Vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, dire longtemps, je citerai personne, mais on va le reconnaître tout de suite, je pilonne les points de deal des drogués, etc. Et on est en train de les détruire les uns après les autres, et vous allez voir, après ça, il n'y en aura plus. Alors, tout commerce licite ou illicite est régi par la loi de l'offre et de la demande. Que ce soit de l'héroïne ou des carambars, ça marche pareil. Il y en a moins sur le marché, le nombre de consommateurs elles-mêmes, les prix montent parce qu'il y a plus de demandes. Voilà. Donc, quand vous pilonnez les points de deal et qu'on vous annonce, ce qui est d'une malhonnêteté intellectuelle extraordinaire, qu'il y en a 4583 en France, ça change tous les jours, c'est des coins de porte cochères. Un point de deal, c'est pas la station d'essence de chez Total ou le bureau de tabac, vous comprenez, c'est pas des bâtiments en dur avec des gens dedans qui sont payés au mois. C'est des coins de porte cochères, des dessous de métro, des embrasures, des choses comme ça, donc ça peut changer assez rapidement. Donc dire qu'il y a un nombre précis, c'est hallucinant parce que ça change littéralement d'heure en heure, voilà. Mais admettons qu'il y en ait 4653. Alors maintenant, on en réduit la moitié. Eh bien, comme les endroits où on vend une drogue dont tout le monde connaît les prix d'achat, les prix de vente, parce qu'il y a des services qui vont acheter dans la rue comme consommateurs et qui notent les prix, la pureté, etc., qui ne sont pas les policiers, qui sont un office d'études et de recherche sur la drogue et la toxicomanie, ils savent vous dire ça. Alors, voilà, normalement, si moi j'ai pilonné pendant 2 ans les points de deal, si au départ la drogue, la cocaïne, toutes choses égales par ailleurs, on oublie la pureté, etc., coûtait à peu près 80 € le gramme, eh bien, 2 ans après, elle doit coûter 120 €. Est-ce une proclamation théorique? Non, on l'a vu pendant le Covid. Pendant les quelques semaines où les rues étaient vides à cause du confinement, aller vendre de la drogue dans des rues vides est impossible. Vous êtes seul sous les caméras avec votre dose, là. Vous êtes arrêté dans les 5 minutes, c'est naturellement impossible. Tout trafic illicite se perd dans le flux humain et prospère dans le flux humain, que ce soit le transport. Si les bateaux sont vides, vous ne pouvez pas cacher de la cocaïne dans la cale. Quand il y a 2000 conteneurs sur le porte-conteneurs, là, vous pouvez. Donc, à partir du moment où on a affaire à des individus qui sont obligés de se planquer, etc., quand ils ne peuvent plus se planquer, eh bien, on l'a vu dans les premières 3 semaines de confinement, le prix du cannabis et le prix de la cocaïne a doublé, parce que c'était devenu très difficile de se le procurer. Donc, ce préliminaire, ce prodrome est vrai. On l'a vu sous notre nez il y a 2-3 ans. Donc, si je fais bien mon boulot et si j'ai vraiment pilonné les points de deal, la cocaïne qui était à 80 € le gramme, elle doit être à 120 € ou 150. On nous dit qu'on a pilonné les points de deal. Depuis 2 ans, le prix de la cocaïne a baissé de 30%. Il y a recherché l'erreur, quoi. Ça coûte maintenant 60 € le gramme. Dans le sud de la France, parce que comme tout arrive par les ports du nord de l'Europe, c'est-à-dire par Anvers et par Amsterdam, déjà à Lille, elle coûte plus que 50 € le gramme. Voilà. On ne parle même pas de l'héroïne, qui atteint le prix totalement honteux de 6 € le gramme dans le nord de l'Europe. 6 € le gramme, un gamin des écoles peut s'en payer avec de l'argent de poche. Le seul barrage qu'on a contre la toxicomanie, c'est le prix élevé de la drogue.
Parce que si c'est 6 €, c'est OK, c'est 12,40 bars, quoi. Hein. Alors vous voyez un peu, voilà, c'est ça les erreurs qu'on commet. Mais tout ça peut se paramétrer. Si jamais le truc monte à un endroit, c'est que, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Si jamais ça baisse à un endroit, tiens, on a comme ça une grande quantité de thermomètres ou de baromètres, le nombre de règlements de compte entre malfaiteurs, le fait qu'ils s'entretuent, bon voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que naturellement, tuer des gens, c'est dangereux, parce que quand on fait ça, on risque d'être tué soi-même. Alors ils sont pas, c'est pas des kamikazes, quoi. S'ils gagnent beaucoup d'argent, c'est pour en jouir, c'est pas pour courte et brève, voilà, c'est pas des desperados complètement tous. Donc il y a toutes sortes de paramètres qui peuvent d'autant mieux, eux, se modéliser, c'est-à-dire être intégrés sur un point de la route en disant ce point de la route, il nous intéresse là. Vous voyez, il y a des étoiles, hein, par exemple Ankara ou Téhéran, ou par là. Alors on va regarder dans cette région-là ce qui est en train de se passer. Quels paramètres, qu'est-ce qui se développe, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Et je vais même vous dire, c'est un travail complémentaire du renseignement, mais ça n'est pas du renseignement, parce que pour faire ce travail-là, l'information ouverte suffit largement. Suffit largement. On n'a pas besoin de se mettre une barbe en coton et d'aller filer les gens dans la rue, ou alors on n'a pas besoin d'espionner leur portable. Voilà, c'est Bob Dylan dans le temps, hein, il n'y a pas besoin d'un météorologue pour dire dans quelle direction le vent souffle. Hein, ça, on le voit très bien. Donc à partir d'éléments ouverts, on peut arriver à affiner suffisamment les perspectives pour dire là, c'est pas normal. Ce que les médecins font couramment à partir des explorations biologiques, des prises de sang. Non, là, regardez, là, il y a un truc, là, ça ne va pas. Et puis, à partir du moment où ça constitue des menaces qui sont continentales, là, c'est l'Eurasie, c'est totalement gigantesque. Il faut avoir des points d'absorption, d'aspiration d'un certain nombre de données, le faire régulièrement, comme on vous demande de faire un check-up, et au bout d'un moment, de dire, voilà, là, il y a un truc qui ne va pas, et il faut braquer. On n'ira jamais à 100% de l'information, mais on peut nourrir un dossier suffisamment fourni pour, après ça, aller voir les gens du renseignement, avoir des réunions communes avec eux et dire là, vous devriez franchement aller voir parce que regardez, la dernière fois qu'il s'est produit ceci, ceci et cela, alors, ultérieurement, il s'est produit ceci. Si ça ressemble à un canard, ça, voilà, etc. Toujours la même chose. Donc, ce genre d'outils, oui, on peut y arriver. On peut y arriver. Notamment, j'ai un certain nombre de collègues et d'amis en France et ailleurs qui connaissent de manière extraordinaire, j'allais dire de manière stupéfiante, le marché de la drogue, et donc ils sont capables de vous donner des tas d'informations, mais les informations en question, elles sont vraies en général, c'est-à-dire c'est pas pour une seule fois. Là aussi, ce sont des choses qui sont stéréotypables. On peut dire, voilà, quand il se passe ceci, alors il se produit cela. Et sur le terrain, eh bien, c'est facile à constater. Mao Tse-tung est un satrape oriental vaguement marxiste et tout à fait désagréable, mais c'est un grand seigneur de la guerre. Hein, ses écrits militaires sont splendides et la première référence qu'il a à la page 2, c'est Sun Tzu, c'est pas du tout Marx ou Lénine ou n'importe quoi, c'est un chef de guerre plutôt classique, et là-dedans il y a cette phrase superbe, l'œil du paysan voit juste. Le type qui est sur le terrain dans son champ, on ne lui raconte pas de conneries. Il voit, il connaît, il sait, il peut vous parler, il vous dit voilà, ils sont passés à telle heure, ils venaient de là, etc. Et donc la récolte d'informations ouvertes, vérifiées par des experts, ceux qui savent. J'ai eu des expériences tout à fait intéressantes avec notamment un grand professeur de médecine. Le professeur de médecine en question est juif vivant en France, de sommet de la rhumatologie mondiale, un président de la Fédération mondiale de rhumatologie, mais ses enfants vivaient en Israël, et les histoires de terrorisme l'inquiétaient terriblement. Pas pour lui, c'était un homme plutôt âgé, mais pour ses enfants qui vivaient là-bas. Et les questions qu'il me posait étaient fascinantes, parce que c'est les questions qu'un médecin pose à son patient pour arriver à former un diagnostic. J'ai immensément appris avec lui.
parce que, voilà, il avait une manière de questionner la recherche des symptômes qu'en médecine on appelle la nosographie. C'est quelque chose de tout à fait passionnant. On a beaucoup à apprendre avec ça, à partir du moment où on se sert de ces instruments-là qui, depuis l'Antiquité grecque, servent à donner les normes de base de fonctionnement de la médecine et du rapport entre le médecin et le malade. Ça a une grande importance. Et tout ça, ça peut s'emmagasiner. On peut, par exemple, diviser le champ selon un certain nombre de paramètres, en disant si l'un se met à délirer, c'est pas très grave, mais s'il y en a 6 ou 8, et si à la fin tous les clignotants sont au rouge, ça veut quand même forcément dire quelque chose. Et à partir du moment où vous avez fait ça, à partir du moment où les simulations, on peut simuler, on peut faire des choses, montrent toujours qu'en pareil cas, il se passe à peu près la même chose. Moi, je ne connais pas un homme politique décisionnaire sur ces affaires-là, le ministre ou autre, qui ne va pas vous dire oui, ça m'intéresse et j'en ai besoin parce que ça me permettra de ne pas m'arracher les cheveux pendant des semaines à essayer de comprendre. Et ce qui, là, n'a pas été fait. Songez que 48 heures avant le début de la guerre en Ukraine, tout le monde était encore en train de se dire « Mon Dieu, vont-ils y aller? Comment ça va se passer ?» etc. Et il suffisait d'aller sur le site internet des milices russes du Donbass pour voir en plein écran 22-02-22, et puis la guerre commence, et le truc était illustré par une ville en flammes, qui manifestement était ukrainienne, puisque le dessin, c'était une ville en flammes, telles qu'elles le sont aujourd'hui, avec une poubelle de laquelle pendait un drapeau ukrainien déchiré. Donc c'était pas la peine d'être docteur en sciences politiques pour comprendre de quoi il retournait. Et il y avait la date. Alors ça a été retardé de 2 jours pour des raisons météorologiques, mais généralement, Alain l'a dit ce matin, les gens vous disent ce qu'ils vont faire, quoi. Alors, c'est pas la peine de tourner 50 fois autour du pot. Il faut prendre les trucs au sérieux, étudier, voir comment ça se passe et voir comment on peut en tirer des conclusions. Dans les années 70, à Washington, j'ai assisté à une conférence d'un homme qui avait été chef du renseignement militaire en Israël et puis après ça dans l'état-major, etc., qui était au centre de tous ces problèmes-là, qui s'appelait Shlomo Gazit. Shlomo Gazit a fait une conférence qui était tout à fait géniale, où il a dit, voilà, c'est simple, depuis Hannibal jusqu'à ce matin, le motif profond de l'échec militaire, de la bataille perdue, de la guerre perdue, du combat raté, etc., ça tient en 2 mots. Et ces 2 mots sont trop tard. Voilà. Le diagnostic doit tomber à temps. Voilà. Quand vous n'êtes pas dans la pièce, les médecins, derrière votre dos, il y a un truc qui les fait hurler de rire, c'est alors, ils disent oui, l'opération a réussi, mais le patient est mort. Ça les fait mourir de rire. Et donc, les chirurgiens, j'entends. Donc, voilà, il faut éviter cette situation où l'opération a réussi, où intellectuellement c'est brillant, mais c'est trop tard. Donc, l'impératif pour tout ce qu'on commence à envisager, c'est en temps et en heure. Je vous ai dit depuis le départ que la notion du temps, de la temporalité était extrêmement importante pour toutes ces affaires-là. Le temps, c'est en temps et en heure. Si je n'ai pas le diagnostic à temps, ben je perds, mes éléphants ne traversent pas les Alpes à temps, mes blindés ne sont pas au bon endroit. À Waterloo, Blücher, non, ben Grouchy est arrivé, Blücher est arrivé avant et Grouchy est arrivé après, et ainsi de suite. C'est vrai, tous les échecs tiennent à la nature, à une mauvaise insertion temporelle. Donc c'est ça vers quoi il faut tendre, et ça tient à trouver d'abord des cadres assez grands. Après ça, on peut réduire la focale. Mais maintenant, vu ce qui est en train de se passer, regardez, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la chose, regardez organisation de la conférence de Shanghai, de la coopération de Shanghai, maintenant ça s'appelle. Regardez qui est là-dedans. Vous allez voir, c'est pratiquement toute l'Asie, quoi, à part
Corée du Nord et le Japon, Corée du Sud, pardon, et le Japon, mais en dehors de ça, ça commence à devenir gigantesque. Vous voyez tout ce qui croise dans cette espèce d'immense, gigantesque espace, et vous voyez, à partir de ça, on peut réduire sur des dimensions précises. À l'heure actuelle, on sait que la source d'emmerdement numéro 1 pour les années qui viennent, c'est les Carpates. C'est une zone montagneuse immense. Les enquiquinements qu'on a eus avec l'Albanie, qui est grande comme la Gironde, département de la Gironde, là, ça fait quand même les Carpates, c'est 220 000 km². C'est une chaîne de montagnes qui est plus grande que les Alpes. Voilà. Donc là-dedans, il y a toutes sortes de choses. Ça grouille. Mais c'est vraiment une poche de grisou, quoi. Il y a des déserteurs, des armes, de la drogue, des faux médicaments, des amphétamines. Alors les types qui prennent ça, ils sont excités comme des puces après. Et donc en plus, ils ont des armes, le résultat est garanti. Et c'est pratiquement sans contrôle. La frontière de ce qu'on appelle l'Ukraine subcarpatique, entre le bord de la mer Noire et toute la Roumanie en dessous, la frontière entre la Roumanie et la Moldavie et jusqu'à la Slovaquie, en Roumanie, la frontière fait 650 km de long, il y a 2 points de passage surveillés. Le reste, ce sont des forêts primordiales qui sont là depuis 10 000 ans, auxquelles personne n'a jamais touché. 80% des grands fauves natifs européens, les lynx, les loups et les ours, sont dans les Carpates. C'est des endroits où personne ne va, quoi. Ça a toujours été... Dracula, tout ça, vous voyez, enfin, les gens évitent un peu. Et donc, ça a toujours... Alors là-dedans, d'ores et déjà, vous avez les signes que le crime organisé et les trafics sont là. D'ores et déjà, vous avez des villages, comme vous savez, en Colombie, avec des gamins de 20 ans qui conduisent des bagnoles à 200 000 € avec des bracelets en or épais comme ça. Et ils sont là, quoi, clairement. Là, maintenant, aujourd'hui, je peux vous citer, on a des cartes avec le nom des villages, etc. C'est de là où partent les camions de fausses cigarettes contrefaites et tout ça. Mais c'est une zone qui traverse l'Europe de la mer Noire à la Pologne. C'est en travers toute l'Europe. Voilà. Et c'est quelque chose dans lequel même le pouvoir communiste n'est pas jamais allé très loin. Récemment, avec nos experts de la langue russe et ukrainienne, on a trouvé le texte d'un homme qui, du temps de l'Union soviétique, avait été un des grands chefs de la police russe, soviétique, le MVD, le ministère de l'Intérieur soviétique. Cet homme, il avait été colonel puis général du MVD, il avait été en poste dans beaucoup d'endroits de l'Union soviétique, qui était encore plus grande que la Russie, qui déjà va sur 12 fuseaux horaires. Hein. Donc il avait été là, et son dernier poste, avant qu'il ne prenne sa retraite, il avait un nom ukrainien, donc il a pris sa retraite à Kiev, dans l'Union soviétique, et il a dit « Je n'ai jamais rien vu de plus épouvantable que la zone des Carpates ». Il dit « Du temps de l'Union soviétique, dans la zone des Carpates, des trains entiers disparaissaient, corps et biens. » Bien qu'il se faisait prendre à ça, c'était le goulag ou la balle dans la nuque, ça plaisantait pas à l'époque. Des trains entiers qui disparaissaient. Ah ben non, ah il était là, ah ben il n'y est plus. Voilà, c'est ça. Et le type a publié, il a publié des mémoires sur le site ukrainien de la revue Anticorps, le truc anticorruption. Il a dit, vous savez, c'était épouvantable chez nous avant, moi j'ai jamais vu ça, de Vladivostok jusqu'à la Biélorussie, je n'ai jamais vu un tel bazar que dans les Carpates. Voilà, à l'heure actuelle, c'est à la porte de l'Europe, c'est à côté de chez Richard, là, Machnikovski, et juste en dessous, il y a la Tchéquie et la Slovaquie, et juste en dessous, il y a l'Allemagne. C'est juste à la porte de chez nous, c'est à moins de 1000 km de Paris. Voilà. Ces zones-là, c'est du lait sur le feu, quoi. Il ne faut pas les quitter du regard une minute, de savoir tout ce qui peut arriver de là est dangereux. Il ne nous arrivera jamais Miss Monde, il ne nous arrivera jamais des gagnants du prix de bonne camaraderie, il ne nous arrivera que des enquiquinements, pour rester poli. Donc ça, à l'heure actuelle, au lieu de nous enquiquiner sur
la taille des poireaux et la couleur des carottes, Mme von der Leyen devrait se préoccuper de ça plus sérieusement. Mais voilà, il y a l'aveuglement. Hein. Donc, il faut s'en préoccuper. Les points problématiques et les points dangereux, ils ne sont pas difficiles à détecter. Certains sont passagers, d'autres sont durables, d'autres enfin sont toujours là, séculairement. Les Carpates, c'était déjà un point de bazar du temps du Saint-Empire romain germanique. Quoi, ça fait 8 siècles que c'est des oulala, non, on ne va pas là-haut, etc. Là-haut, c'est les sauvages, vous savez. Donc, ça devrait quand même... Quand je parle de ça à des officiels français, leur regard reste terne, ça leur dit rien. Carpates, ça fait, vous savez, Tintin, le sceptre d'Ottokar, etc. Ça fait pas sérieux. Et pourtant, c'est très très grave. Voilà. Donc, il y a d'ores et déjà. Alors bon, on a là, on peut mettre les médias de son côté. Le type, il va dire, ah bon, on peut aller faire un reportage, oui, bon, on peut exciter. Alors là, une fois que c'est dans le journal et qu'on sait, vous savez, les ministres, ils ne lisent pas les articles où il est question de choses importantes pour eux, ils lisent dans leur revue de presse, on leur met les articles où il y a leur nom. Alors, le mec est ministre de la Santé, et si on met le nom du type dans un article qui est consacré à la manière de faire les tartes aux pommes, il aura ça dans sa revue de presse à coup sûr, mais si c'est un article sur les dangers mortels du sida, non, si son nom n'y est pas, il dira, bah, c'est des trucs avec son nom. Voilà. Alors, vous arrangez pour faire un grand truc sur les Carpates, avec le nom du ministre qui va bien, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi on m'en a pas parlé? Et donc, il y a des trucs pour attirer l'attention sur les problèmes graves. Mais pour se servir de ces stratagèmes-là, il faut d'abord avoir des choses sérieuses à dire et durablement sérieuses, c'est-à-dire « Ah bon, mais comment vous savez ça, machin ?» mais, alors, le réflexe du grand de ce monde, je l'ai éprouvé 10 fois dans ma vie, c'est « Mais comment se fait-il que je ne le sache pas ?» Ça, c'est grand chef d'entreprise ou ministre. Pourquoi je ne le sais pas? Moi, je suis meilleur que les autres. La preuve, c'est moi le chef. Et pourquoi je ne le sais pas? Alors là, il faut dire, bah oui, mais les savants, etc. Voilà. Donc, alors, à partir du moment, et j'ai éprouvé ça en montant avec un très, très grand chef d'entreprise, après ça, une fois qu'à 2 reprises, parce que les grandes banques et les grands systèmes d'assurance, ça fonctionne sur la confiance du public. Si le public n'a pas confiance, il retire son pognon et fini, terminé. Donc, à 2 reprises, il allait être pris dans des trucs cataclysmiques une fois avec la mafia de Sicile, avec Cosa Nostra, qui était en train de racheter un truc en Italie, c'était une horreur. Voilà. Après ça, il m'appelait dès qu'il y avait un pet de travers, quoi. Parce qu'il avait confiance. Alors, c'est comme ça que la confiance se crée. La confiance, comme en médecine, 3 fois le médecin a soigné la petite, elle va bien, ça s'est passé vite et bien, etc. Ben, vous le rappelez la 4e fois. Donc, je ne pense pas que... L'essentiel, c'est de créer des systèmes qui fonctionnent utilement, qui fonctionnent rapidement et qui soient fiables. Voilà, c'est le terme que j'ai, la fiabilité. Le fait que, quand vous montez dans une voiture, 30 fois vous appuyez sur le bouton de l'essuie-glace, vous ne voulez pas entendre le klaxon, quoi. Ben là, c'est pareil, le truc, ça marche, on appuie dessus, ça marche. Et je crois qu'on peut arriver à des niveaux de fiabilité en matière de diagnostic sur les points dangereux, mais les points dangereux en avance. Si maintenant je vais voir le ministre en disant « je crois qu'il y a un problème à Verdun », il va me dire « vous êtes gentil, merci, j'ai lu les livres d'histoire, au revoir ». Et puis il n'y aura pas de 2e rendez-vous. Donc il faut que ça soit devant nous sur la route. C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Hein.